Au Nigeria, le colonel Sambo Dasuki est sorti de prison. Cet ancien conseiller du président Goodluck Jonathan est poursuivi pour détournement de fonds. Il était en détention préventive depuis 4 ans. Plus de 140 000 personnes fuient les combats en Libye. Ces déplacés échappent aux affrontements qui opposent les hommes du maréchal Haftar à ceux du gouvernement d'union nationale. Ils tentent de se reloger. Et puis, dans les forêts centrafricaines se cache le plus gros papillon de jour d'Afrique. Depuis sa découverte en 1782, personne n'a plus réussi à observer l'insecte. Alors une équipe de chercheurs veut relever ce défi. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Au Burkina Faso et en plus bref, le président Roch Marc Christian Kaboré a salué l'engagement et la bravoure des forces de défense et de sécurité qui ont repoussé l'attaque contre le détachement d'Arbinda. Une centaine de motos, de l'armement et des munitions en grande quantité ont également été récupérées, selon l'état-major. En ce jour de Noël, ayant eu une pensée pieuse pour les familles éplorées par les attaques terroristes contre notre pays et soyons en communion avec nos vaillants soldats qui se battent avec héroïsme pour assurer la sécurité du territoire national, a écrit le chef de l'État dans la nuit. Et puis depuis 2015, les attaques djihadistes au Burkina Faso ont fait plus de 700 000 morts. Et puis, selon un décompte de l'AFP, plus de 560 000 déplacés. Au Nigeria à présent, le colonel Sambo Dasuki aura donc passé 4 années en prison, ancien conseiller présidentiel à la sécurité nationale. Il a été donc libéré sur ordre du gouvernement nigérian, une décision pour se conformer à plusieurs autres jugements de justice. Les détails. On peut se permettre de dire que le colonel nigérian Sambo Dasuki a eu un cadeau de Noël reluisant. L'homme a été libéré mardi soir et a depuis retrouvé sa famille à Abuja, au Nigeria, d'après un officier supérieur de l'Agence nationale de renseignement qui détenait cet ex-conseiller de l'ancien président Goodluck Jonathan. Grâce à sa libération sous caution à lui accordée par la justice, il peut voyager à l'étranger pour des soins médicaux, mais avec la permission du tribunal, son procès étant toujours en cours. Le Nigeria était sous le feu des critiques ces dernières semaines en raison de la détention prolongée de plusieurs personnalités, malgré des décisions de justice ordonnant leur libération sous caution. Le gouvernement avait annoncé mardi avoir demandé sa libération, ainsi que celle du journaliste et opposant Omoyele Sowore, lui aussi détenu par la DSS, malgré de nombreuses décisions de justice réclamant sa libération sous caution et libéré quelques heures plus tôt. Le colonel Sambo Dasuki, ancien conseiller à la sécurité sous la présidence de Jonathan, était incarcéré depuis 2014 et accusé d'avoir détourné 2 milliards de dollars du budget de la défense. Ces fonds auraient servi à financer la campagne présidentielle de Goodluck Jonathan en 2015 et à acheter des armes et des équipements militaires pour lutter contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. L'actuel président Muhammadu Buhari est souvent accusé de mener une chasse aux sorcières, visant surtout des membres de l'opposition et du gouvernement de l'époque Jonathan. Le maréchal Khalifa Haftar a lancé en Libye une offensive en avril dernier. Plus de 140 000 personnes ont donc dû fuir les combats qui ont éclaté en banlieue sud de la capitale. À Tariq al-Seka, par exemple, 6 immeubles qui ont été abandonnés ou laissés en chantier depuis 2008 en raison d'un contentieux immobilier abritent aujourd'hui plus de 170 familles déplacées. Leila Mohamed a eu à peine le temps de prendre quelques affaires avant de quitter sa maison précipitamment pour mettre ses enfants à l'abri des bombardements hors de la banlieue sud de Tripoli, la capitale libyenne. Ballottée d'un logement à l'autre, tandis que les loyers flambent, elle a épuisé toutes ses économies et fini comme des dizaines d'autres familles pour squatter un appartement dans des immeubles inachevés du quartier de Tariq al-Seka au centre-ville de Tripoli.
Les gens ont quitté leur logement à cause de la guerre et parce que leur maison a été détruite. Pendant 8 mois, ils en ont loué d'autres. Mais le prix du loyer a augmenté, donc ils ont été obligés de vivre dans ces bâtiments temporairement. Grâce à l'argent économisé du loyer, ils peuvent s'occuper de leurs enfants. Mais dans ces immeubles, ce n'est pas sain. Il n'y a que des murs, pas de fenêtres, de portes ou de toilettes. Bien sûr, ceux qui vivent à l'intérieur des bâtiments ne sont pas spécifiquement en dehors des zones d'affrontement. Ils ont fui au début des affrontements le 4 avril. Certains vivaient dans des écoles ou avec des familles qui les ont accueillis avec leurs proches et certains louaient des maisons. Les circonstances ont changé. Relayé sur les réseaux sociaux, le calvaire de ces déplacés a ému des Tripolitains mieux lotis qui leur sont venus en aide alors qu'aucune issue au conflit libyen n'apparaît en vue. Quotidiennement, ces habitants viennent apporter de la nourriture, des couvertures et des vêtements, d'après un membre d'un collectif de déplacés. Le président érythréen Isaias Afwerki est arrivé ce mercredi dans la capitale éthiopienne pour y rencontrer le premier ministre du pays éthiopien. Il s'agit donc là d'une première visite depuis qu'Abiy Ahmed s'est vu décerner le prix Nobel de la paix pour avoir initié un rapprochement entre les deux pays. Abiy Ahmed a accueilli son hôte en personne à l'aéroport d'Addis Abeba. Au menu des entretiens entre les deux dirigeants, d'importants sujets régionaux et bilatéraux. Pendant son séjour en Éthiopie, le président érythréen Isaias Afwerki devrait également rencontrer des responsables éthiopiens pour discuter des sujets bilatéraux. La dernière rencontre entre les deux hommes date du mois de juillet dernier à Asmara. Cette visite est la première depuis qu'Abiy Ahmed s'est vu décerner le prix Nobel de la paix pour avoir initié un rapprochement entre son pays, l'Éthiopie, et l'Érythrée. Le Premier ministre éthiopien s'est vu attribuer le Nobel de la paix 2019 pour la réconciliation qu'il a menée avec l'Érythrée, mettant fin avec le président Isaias Afwerki à 20 ans d'état de guerre entre les deux pays. Lors de la cérémonie de remise de son prix le 10 décembre dernier à Oslo, le Premier ministre éthiopien avait associé à sa récompense son partenaire et camarade de paix érythréen. L'accord de paix de 2018 avec Asmara avait été suivi de la réouverture d'ambassades et de postes aux frontières ou encore du rétablissement des liaisons aériennes. Mais depuis, plusieurs postes aux frontières importants ont de nouveau été fermés et la question épineuse du tracé d'une partie de la frontière reste en suspens. En Guinée-Conakry, à présent, l'opposition guinéenne balle pavée depuis 2 mois contre un projet de nouvelle constitution qui pourrait permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir au-delà de ses 2 mandats, jusque-là dans la constitution. La répression a fait donc une vingtaine de morts depuis son début, sans briser la contestation. Les regards se tournent désormais vers 2020 et une année électorale chargée, des législatives en février, une présidentielle en fin d'année et puis un potentiel référendum constitutionnel qui cristallise désormais les tensions. Presque chaque semaine depuis maintenant 2 mois, les Guinéens descendent dans la rue. Ils protestent sans relâche contre un projet de nouvelle constitution porté par le pouvoir. La société civile et l'opposition y voient une stratégie pour permettre au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat, ce qu'interdit l'actuelle constitution. Les autorités ont d'abord réagi brutalement. Une vingtaine d'hommes ont perdu la vie, des dizaines d'opposants ont été emprisonnés. Sous la pression internationale, le gouvernement a relâché la répression. Les marches sont désormais autorisées et les principaux leaders de la contestation ont été libérés. En nous engageant dans ce combat, on s'attendait à tout cela. On s'attend même à mourir dans ce combat parce que nous défendons un combat noble. La détention nous a plutôt galvanisés. Les partis se concentrent dorénavant sur les législatives de février, la présidentielle en fin d'année et donc ce potentiel référendum sur une nouvelle constitution. Mais l'opposition dénonce déjà des fraudes massives, retards, matériel manquant et une suspicion de manipulation des listes électorales. Nous avons eu des révisions de listes électorales en Guinée, ce n'est pas la première fois. Je n'en ai jamais vu de si déstructuré que cela. Donc c'est totalement volontaire et c'est dans les zones, je dis, à forte population et également dans les zones qui sont favorables à l'opposition. De son côté, le gouvernement se dit déterminé à respecter le calendrier qu'il s'est fixé.
Nous sommes encore à près de 2 mois des élections législatives, on crie déjà à la fraude. Et l'objectif de ce dialogue qui se déroule actuellement, c'est justement de passer en revue toutes les difficultés rencontrées durant le processus électoral concernant les élections législatives pour essayer de lever tous les obstacles pour arriver à un processus électoral inclusif et transparent. Une majorité des 2/3 à l'Assemblée pour le parti présidentiel faciliterait l'organisation d'un référendum constitutionnel. Alpha Condé, lui, ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat en 3e mandat. Il laisse toujours planer le doute sur ses véritables intentions. Le pape François a dénoncé ce mercredi dans son traditionnel message de Noël les agissements des troupes extrémistes sur le continent africain, surtout le Burkina Faso, au Mali, le Niger, le Nigeria, sur le continent où règne violence et puis calamité naturelle et urgence sanitaire. Il a en outre voulu exprimer son réconfort à tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi religieuse. Les détails. Sia pace per la popolazione. Que le Christ soit la paix pour la population qui vit dans les régions orientales de la République démocratique du Congo, meurtrie par des conflits persistants. Qu'il soit le réconfort pour tous ceux qui souffrent à cause des violences, des calamités naturelles ou des urgences sanitaires. Qu'il soit le réconfort pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi religieuse, spécialement les missionnaires, les fidèles kidnappés, et pour tous ceux qui tombent victimes des attaques de la part des groupes extrémistes sur le continent africain, surtout au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria. Burkina Faso, Mali, Niger et Nigeria. Quelque part dans la canopée des forêts centrafricaines, le papillon anti-machus se cache donc le plus grand papillon de jour d'Afrique, quasiment inconnu de la science. Depuis sa découverte en 1782, personne n'a jamais réussi à observer la chenille. Des chercheurs ont donc lancé un nouveau défi pour retrouver ce gros papillon. Suspendu aux branches à près de 40 mètres du sol, Nicolas Moulin scrute l'horizon. Dans les jumelles de cet entomologiste, une mer d'émeraude pétrifiée se déploie à l'infini. C'est là, quelque part, dans la canopée, que se cache le papillon antimachus, le plus grand papillon de jour d'Afrique, quasiment inconnu de la science. Depuis sa découverte en 1782, personne n'a jamais réussi à observer la chenille et la chrysalide de ce papillon vénéneux dont l'envergure peut atteindre 20 à 25 cm. Pour élucider ce mystère, une expédition française d'une vingtaine de personnes financées sur fonds privés a pris ces quartiers durant 3 semaines dans l'extrême sud de la Centrafrique, sur les berges de la rivière Lobaye, qui ondule comme un serpent cuivré entre les griffes de la forêt. C'est un lieu de braconnage où les mâles viennent boire des sels minéraux sur les rives et sont capturés pour des collectionneurs ou des confections de tableaux, explique Nicolas Moulin depuis sa vigie. En Centrafrique, les tableaux en ailes de papillons sont un artisanat réputé qui fait vivre de nombreux chasseurs. À l'étranger, un spécimen d'antimachus peut se négocier à 1 500 €. Les mâles qui volent près du sol sont particulièrement recherchés pour leurs grandes ailes orangées zébrées de noir. Mais les femelles qui vivent dans la canopée où elles butinent les fleurs exposées au soleil ne sont presque jamais observées. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.